C'est vraiment un chouette gosse. Toujours calme, toujours discret, il fait ses nuits, il dit bonjour, il dérange pas. Il dit toujours la vérité, il mange ce qu'on lui donne, et puis même s'il aime pas, il dit qu'il aime. Il répond quand on lui parle, mais il répond pas quand on l'engueule. Il sait jouer tout seul, il demande rien, il attend. Du coup, c'est vrai qu'on l'oublie un peu des fois. Mais il comprend. Il est mature pour son âge, de toute façon, il a appris à s'adapter. C'est une vraie force chez lui. Il sait reconnaître les moments où il faut pas parler, où il faut pas pleurer, et où il faut pas exister. Il comprend tout, mais il se mêle pas des conversations des adultes. Parce que ça le regarde pas. Même quand on se gourre, il nous contredit pas. Il ferme sa gueule pendant les disputes, il sait se tenir aux enterrements. Il sait que l'amour c'est pas un droit, ça se mérite, c'est une récompense. Qu'il faut être poli, souple, silencieux. Il faut débarrasser la table sans qu'on ait à lui demander. Mais surtout jamais prendre d'initiative personnelle. Comme ça se voit pas, mais c'est pas qu'il est triste, c'est qu'il est indépendant. Il est pas anxieux, il est perfectionniste. Il est pas en détresse, il est autonome. Puis il est pas phobique. Il est juste un peu timide. Alors oui, des fois, il s'effondre. Mais tu l'as vu s'effondrer? Enfin, je veux dire, c'est juste pour avoir de l'attention, c'est une mise en scène, c'est de la comédie. D'ailleurs, je lui ai dit, hein. Tu arrêtes tout de suite ta provoque, hein. Je t'ai jamais battu, t'as jamais manqué de rien. Je t'ai payé le truc que tu m'as demandé une fois, là. Donc, maintenant c'est bon. Mais bon. C'est un chouette gamin. C'est juste dommage qu'il soit aussi mature. Il profite pas de sa jeunesse. Et si cette maturité qu'on admire tellement chez certains enfants, leur calme, leur adaptabilité, et si en réalité c'était pas juste des enfants faciles à vivre, mais des enfants qui ont appris à s'effacer avant même d'avoir les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Quand je demande à ces enfants ou aux adultes qu'ils sont devenus ce qu'ils ressentent, ce qu'ils attendent, ce qui compte pour eux, ce dont ils ont besoin, flou, silence, confusion. Et c'est pas parce qu'ils osent pas répondre, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à formuler ce genre de choses. Et pour beaucoup, en réalité, ils se sont même pas posé la question de ce dont ils ont besoin. Parce que dès le départ, ils ont dû consacrer leur énergie à autre chose. Et cette chose, c'est comprendre comment ne pas déranger. Comment éviter la punition. Comment capter les signaux faibles avant que ça explose. Et tout ça, ça s'est pas inscrit dans un récit, ou dans une mémoire claire et accessible. Ça s'est inscrit dans leur corps, dans leur système nerveux. Et ça s'est inscrit dans leur perception de ce qui est normal. Et ce qui est le plus cruel, c'est que tout ça, ça marche. Ces enfants sont félicités, valorisés, ils sont montrés en exemple, parce qu'ils ne demandent rien. Parce qu'ils font tout bien. Parce qu'ils ont déjà compris très tôt que leur sécurité dépendait de leur conformité. On leur dit qu'ils sont sages et ça sonne comme un compliment, mais ça veut dire quoi sage, exactement? Est-ce que ça veut dire discret? Invisible? Dans les 2 précédentes vidéos, j'ai longuement parlé du trauma complexe, de cette forme de survie qui structure les identités, qui façonne les affects et organise la docilité des personnes minorisées. Il suppose qu'un sujet pensant, conscient, mature soit déjà là. Une personne avec un corps, un mémoire, une langue, sur lesquels le trauma peut s'imprimer. Et bah pourtant, c'est pas le cas pour tous les traumas. Il y a des cas dans lesquels ce qu'on appelle trauma, ça ne vient pas troubler le développement d'un individu, mais c'est le développement de l'individu. Il ne laisse pas de traces, il sert de fondation. Pas seulement de fondation de la socialisation future, des affects ou de la gestion des émotions, mais de la structuration du cerveau lui-même. C'est là qu'on parle de trauma développemental. Je trouve ça toujours très bizarre de dire développemental, et en même temps je trouve ça bizarre de dire développemental. Normalement si vous êtes suisse, vous devez dire développemental. Bon, j'arrête. Le trauma développemental, c'est pas un trauma qui est plus grave, qui est plus visible ou qui est plus spectaculaire, mais justement parce que c'est un trauma qui s'est tissé en même temps que la croissance, parce qu'il est indissociable de la façon dont la personne s'est construite. Et forcément, quand on apprend à se taire avant d'apprendre à parler, le silence ça devient une compétence. Le trauma développemental, c'est pas toujours un trauma qui choque. C'est le plus souvent un trauma qui s'installe, qu'on voit pas, qu'on ne nomme pas. Et pourtant qui est bien là, tous les jours, chez plein d'enfants et de personnes qui ont été ces enfants. Mais c'est un trauma qui dérange un peu. Parce qu'il peut naître de plein de sortes de vécus différents, mais à chaque fois le point commun, c'est qu'il nécessite au préalable d'accepter de dire « le problème c'est pas vous, c'est ce que vous et votre cerveau avez appris à faire pour survivre ». Parce que dire qu'il faudrait survivre dans ce monde, c'est admettre qu'il est traversé par des systèmes de domination, comme l'agisme, parce que le trauma ne résulte pas toujours d'une rupture, d'une tragédie, d'un choc, d'un accident, ou d'un événement spectaculaire, parce qu'il est parfois le résultat d'un long mécanisme disciplinaire, ou ce qu'on a appris à appeler dans le langage courant... rien. 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 Dans ces vidéos sur le trauma, on jonglait déjà avec deux termes qui sont suffisamment difficiles à manier, donc avant de passer à la suite, ça vaut le coup d'y retourner pendant 2 secondes. Le trauma simple, c'est un trauma événementiel. Il est structuré par la réaction du système nerveux à un événement brutal, ponctuel. Guerre, viol, terrorisme, accouchement. Le trauma complexe, il est biographique
et relationnel. Il est structuré par la répétition de violences émotionnelles, physiques ou symboliques, dans un cadre où la personne dépend de l'autre pour survivre. Il est structuré par la nécessité d'être aimé par ceux qui blessent, de rester en lien avec ceux qui déstabilisent, d'ajuster ses réactions pour ne pas perdre ce qu'on a appris à appeler sécurité. À ces deux types de traumas s'en ajoute donc un troisième, le trauma développemental, qui est donc un trauma qui n'est pas événementiel, relationnel et émotionnel, mais un trauma qui est écologique. Et non, écologique, ça veut pas dire un trauma qui pollue moins que les autres. L'écologie, on a tendance à l'oublier, c'est l'étude de la relation entre un être vivant et l'environnement dans lequel il évolue. Et justement, la particularité du trauma développemental, c'est que si on peut assez facilement imaginer des actes de violence qui déclenchent un trauma simple ou un trauma complexe, ici, on parle pas vraiment d'actes. On parle d'un climat, d'un contexte, d'une société, d'une époque, d'un monde. D'une violence qui n'est pas spectaculaire, mais constante. Une violence qui ne frappe pas, mais qui modèle quand même. Il peut évidemment inclure des actes spécifiques de violence, mais c'est pas ça qu'il définit. Ce qu'il définit, c'est que la violence qui le produit ne peut pas être nommée comme telle tant qu'elle a lieu. Ni par l'environnement, ni par l'enfant lui-même. Parce que c'est une violence normale. Parce que c'est familial et que tout ce qui relève de la famille est légitime. Parce que c'est subtil. Parce que vous étiez trop petit ou trop petite pour comprendre que ce qu'on appelait éducation, amour, autorité, ça vous abîmait. Du coup, forcément, comme personne vous a dit que c'était violent, vous finissez vite par croire que c'est vous le problème. Ce trauma-là, il s'installe avant les mots, avant les souvenirs, avant même qu'on ait conscience qu'il pourrait y avoir autre chose que le monde dans lequel on vit. Il ne s'imprime pas dans une mémoire traumatique, il s'imprime dans le langage, dans le ton de la voix, dans le corps, dans la manière d'exister. Il donne pas des cauchemars ou des flashbacks, il donne des phrases comme « je sais pas ce que je ressens, je veux pas déranger, j'ai l'impression d'exagérer, c'est pas si grave, j'aime pas demander de l'aide ». Parce que dire ça, c'est exactement ce qui s'appelle être discipliné. Cette discipline-là, elle vient pas du dehors, elle a pas besoin de fouet ou de barreaux ou qu'on vous crie dessus en boucle. Elle agit à l'intérieur. Elle passe par les connexions neuronales, par les seuils d'alerte et par les circuits de la peur. Elle programme un cerveau, pas en y gravant des souvenirs violents, mais en le modelant comme un espace où la sécurité est conditionnelle, où la seule issue, c'est la conformité. Attention, je vulgarise. Ça, c'est les amygdales, ça, c'est l'amygdale. Et c'est dans le cerveau, du coup. C'est la partie du cerveau chargée de scanner l'environnement, celle qui est là pour détecter le danger. Elle est censée nous alerter quand il y a quelque chose qui cloche. Un bruit fort, un visage menaçant, une agression réelle ou une agression perçue. C'est tout au même endroit, c'est pour ça que peu importe le type de trauma que vous avez, quand on claque une porte, vous avez tendance à avoir plus peur que les autres. L'amygdale, elle processe cette information de la même façon que n'importe quoi. Votre amygdale, elle est niquée parce que vous avez un trauma, qu'il soit complexe ou qu'il soit développemental ou qu'il soit simple, et on croit souvent que la porte qui claque, ça rappelle des souvenirs. Non, feu d'artifice, c'est pareil. Des gens qui ont peur des feux d'artifice alors qu'ils n'ont pas vécu la guerre au Liban. Ils ont un trauma complexe ou un trauma développemental, ça existe. Mais quand on fait une IRM fonctionnelle chez les gens qui ont vécu un trauma développemental, on observe une hyperactivation de l'amygdale. Hyperactivation, ça veut dire qu'elle est tout le temps activée. La zone de votre cerveau qui est censée repérer le danger est tout le temps en alerte. Grâce à sa plasticité remarquable chez les enfants de moins de 7 ans, elle a appris à s'activer face à une tension dans la voix d'un adulte, à un silence un peu trop long, un regard qui se détourne, etc. Ce qui fait que, devenu adulte, des stimuli qui sont parfaitement normaux, un visage neutre, une ambiance un peu floue, une consigne banale, l'amygdale va aller chercher dans tout ce flou interprétatif qu'est la neutralité de la situation, comme une menace potentielle. Il a appris que l'incertitude était une menace à sa survie. Cette hyperactivation de l'amygdale, elle modifie durablement les comportements. Elle rend en permanence l'environnement insécure, même quand tout a l'air complètement calme. Elle provoque des réactions émotionnelles intenses et imprévisibles, sans qu'il y ait de cause visible. Et à cause d'elle, on observe par exemple des personnes qui mettent parfois des heures après une crise de panique ou une crise d'angoisse pour réussir à s'en remettre et à revenir à un état normal. Mais ça c'est parce que justement, il y a d'autres conséquences à cette hyperactivation de l'amygdale. La mobilisation constante de toute cette énergie vers l'amygdale pour la survie immédiate de la personne fait que il y a une très grande partie de cette énergie qui finit par ne pas aller dans le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, pour faire vite, c'est celui qui va évaluer l'info envoyée par l'amygdale. Il évalue la menace, il la contextualise, puis il peut dire par exemple « Ok, faux signal, il y a bien un tigre, effectivement, mais il est à la télé, donc du coup a priori il n'y a pas de danger. » Ou même « Ok, alors, fausse alerte, il y a bien un couteau, mais il est 8 ans avant dans tes souvenirs. » Et c'est pour ça que dans le trauma, on dit que le cerveau a du mal à faire la différence entre le passé et le présent. Sauf que l'amygdale, elle a tellement pété un câble trop de fois, et pour des raisons légitimes, que le cerveau il s'est pas structuré pour relativiser les menaces, puisque la plupart du temps elles étaient réelles. Donc il ne va pas rationaliser ce qui se passe autour de nous, il ne va pas nous aider à réguler nos émotions. On se retrouve donc avec des cerveaux adultes, qui ont une très faible qualité de connexion entre l'amygdale et le cortex préfrontal. C'est le terreau fertile des émotions extrêmes, de la honte constante et de la dissociation.
On se retrouve avec un cerveau qui réagit au lieu d'évaluer, qui hurle au lieu d'ajuster. C'est important de pouvoir hurler, mais pas que. Là, le cerveau, il est bloqué en état d'alerte maximale, même bien après que le signal soit passé. Et en même temps, il n'y a jamais personne qui est venu voir le cerveau pour lui dire « c'est bon, t'es en sécurité maintenant, il n'y a plus de danger ». Et donc on peut bien parler d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, ou même d'hystérie si vous voulez. Moi je vous le dis, même s'ils sont pas tous égaux, il n'y a aucun de ces termes qui me va. C'est une autoroute neuronale tracée pour survivre dans l'instabilité. C'est un apprentissage logique, c'est une réaction parfaitement saine à un contexte extrêmement menaçant. Je rappelle que quand on est enfant, nos capacités de nous défendre face aux dangers extérieurs, elles sont assez réduites. Et comme cette autoroute, elle a été construite dès l'enfance, elle est devenue la norme, elle est devenue la structure de base du cerveau. Le contexte a arrêté d'être menaçant, mais l'apprentissage de la survie reste opérant. Alors adulte, on se retrouve avec des gens qui mettent en place des routines ultra rigides, ou au contraire, qui lâchent tout d'un coup, et qui arrivent plus à s'engager dans des projets, avec des personnes qui ressentent tout trop fort, et d'autres qui ne ressentent plus rien, mais qui somatisent à la place, qui dissocient pour se protéger. Donc encore une fois, ce ne sont pas des personnes hystériques ou irrationnelles, ce sont des personnes neurologiquement entraînées à survivre dans un monde où l'amour et la punition se ressemblent beaucoup trop. Et forcément, à force de vivre avec un système nerveux qui a été câblé pour anticiper la menace, réagir trop ou ne plus réagir du tout, il arrive un moment où pour les autres, ceux qui ont un cerveau typique, ça devient illisible. Illisible pour soi, illisible pour les autres, illisible pour la société, et pendant très longtemps illisible pour la psychologie. Et comme la société n'aime pas ce qu'elle ne comprend pas, elle diagnostique. T'as du mal à te concentrer, ou à commencer des tâches, ou à enchaîner 3 idées ? TDAH adulte, emballé, c'est pesé. Allez, suivant. Tu supportes pas la lumière, les bruits et les regards. Spectre de l'autisme. Fiche de compensation, aménagement et circuler. Tu ressens tout trop fort, tu t'effondres pour rien, tu t'attaches trop, tu cries, tu fuis et puis après tu reviens. Et borderline, voilà, dossier clos. Et parfois, c'est pas à côté de la plaque, attention. Mais le problème, c'est pas le mot, le problème, c'est ce qu'on en fait. Parce qu'à partir du moment où on colle une étiquette, sans avoir regardé l'histoire, le contexte, sans s'être appuyé sur la mémoire du trauma, on ne voit plus un être humain cabossé par un monde trop dur, trop tôt. On voit un trouble à stabiliser, un comportement à corriger, un symptôme à contenir. Ce genre de diagnostic, il est rarement utilisé comme une clé de lecture partagée. Il est présenté comme une identité. Un mot qui dit ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Un mot à travers lequel on apprend à se raconter. Au point que quand on arrive en consultation, on ne dit plus « voilà qui je suis et voilà ce que j'ai vécu », on dit « je suis autiste, je suis TDAH, je suis borderline ». Ce sont des autorécits, des manières de se raconter, validées par la société, mais contraint. Parce que le fait de pouvoir dire le nom de la case dans laquelle on est, d'une part, ça permet de prouver qu'on n'exagère pas, qu'on fait pas semblant, qu'on n'est pas juste trop sensible parce qu'on a un caractère qui est foutu comme ça. Être quelque chose et avoir vécu quelque chose, dans le trauma développemental, ça se confond souvent. Cliniquement, ça ressemble à un trouble du neurodéveloppement, mais ça peut être un trauma. Techniquement, ça peut être un trauma, conditionné dans le cadre d'un trouble du neurodéveloppement. Et aujourd'hui, on se demande même si certains troubles du neurodéveloppement ne seraient pas causés par des traumas. L'autisme, le trouble de l'attention, la bipolarité, la schizophrénie, le trauma développemental, parfois ça se ressemble beaucoup. Parfois c'est imbriqué, parfois un est la cause de l'autre, et parfois c'est juste comorbide. Mais surtout ça se manifeste à travers les mêmes corps, dans les mêmes environnements, avec les mêmes galères de régulation, de relation, de langage, d'attention et de perception. Ce qui change, c'est ce qu'on en fait. Un jour on appelle ça un trouble, le lendemain une maladie, et puis le jour d'après un syndrome ou une adaptation. Mais souvent c'est surtout vous qu'on appelle comme ça. Et on est bien obligé de dire que c'est vous qui vous appelez comme ça. Parce que si le cœur c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu ça n'a jamais été nommé. Personne n'a donné de nom à ce que vous avez vécu. Parce que le contexte dans lequel vous avez grandi, on l'appelait normal. Parce que ce qui vous a blessé, on appelle ça éducation, amour, cadre, stabilité, autorité. Ce que vous avez vécu, ça peut pas laisser de traces. Ce que vous avez vécu, ça ne peut pas laisser de traces. Parce que ce que vous avez vécu aux yeux des autres, c'est rien. Et oui, et du coup, oui, on avait dit Olympe de Gouges, qui s'est fait décapiter en 1794, je crois, deuxième femme en France à avoir été guillotinée après Marie-Antoinette, et qui d'ailleurs a écrit une phrase là-dessus qui dit La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle devrait avoir celui de monter à la tribune, pour dire que les femmes devaient pouvoir être députées et proposer des lois et tout ça. Bref, Otto, on nous a dit que c'était un chien. Et juste, il est pas mal en termes de trauma développemental, parce que alors lui, il a eu sa gueule là, c'est parce que
Quand il est né, sa mère, elle s'est dit: «Tiens, je vais le bouffer celui-là». Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On recoue? Non, bah non, on recoue pas, on le fout à la rue avec la gueule pleine de sang. Ça a cicatrisé comme ça pouvait, ça s'est infecté comme pas possible, on a dû faire plein d'opérations pour essayer de lui enlever du mieux qu'on pouvait. Mais non, ça a été, vraiment les gens ont laissé ça, en mode, rien à foutre, allez, le chien il est cassé, de toute façon il va probablement crever un peu plus loin, et puis voilà. On a compris plus tard pourquoi sa mère avait essayé de le bouffer, parce que finalement il est complètement handicapé, et il a failli mourir plusieurs fois de juste ses douleurs, ou de... Il nous avait fait quoi, une méningite aussi, enfin vraiment des trucs pas possibles, quoi. C'est vraiment... Juste lui en fait, ce serait une bonne raison pour faire un don, et vous abonner. Pour m'aider à payer ses soins vétérinaires, c'est même pas une blague. Mais si je vous disais là maintenant les trucs qu'il a vécu, vous me croiriez pas en fait. Je vous promets que vous ne me croiriez pas. Même moi, je me crois difficilement quand je me le raconte. Mais oui, bah voilà, dans tous les trucs ouf qu'il a fait, et dans tous les trucs qui sont un miracle, qui sont encore en vie, etc., et bah il a tué Olympe. Je l'ai pas aimé ce jour-là. Alors il y a un fermier, il m'a dit: ah bah pour ça c'est pas compliqué, tu prends la poule, tu tabasses ton chien avec, et il le refera plus. Ça va pas.